mon histoire, moi, par rapport au Covid, ma femme me sonne, je suis en émission à Bruxelles, et elle me dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, ma belle-fille, donc sa fille, Estelle, qui a 29 ans, est infirmière à Saint-Luc, ici à Rouge, est testée positive. Donc là, je flippe. Je flippe pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai les jetons et j'ai peur du vaccin. On lit tout et n'importe quoi, l'ARN messager, machin, etc. J'ose pas le faire. En même temps, je sais que j'ai des comorbidités, puisque j'ai du surpoids et j'étais traité pour un diabète de type 2. Et donc je reste dans une espèce de stress permanent entre les deux. Je fais pas. Puis voilà, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai chopé le Covid. J'ai d'abord fait un test à minuit dans une pharmacie à Bruxelles, parce que j'avais peur, qui était négatif. Et puis 2 jours après, je commence à faire de la fièvre. Là, je suis allé au PCR. Et là, c'était positif, ouais. Ce qui est assez courant par rapport à l'incubation, j'imagine. Donc j'appelle mon médecin me dit écoute, reste chez toi, un Doliprane et au lit. Je caricature, mais c'est pas loin. Ça va pendant 2 jours, puis je commence à faire de la fièvre. J'avais acheté un oxymètre là. Et j'ai vu que je commençais quand même à désaturer un petit peu. Je descendais à 94, 92, 91, puis à 89. Ma belle-fille qui est infirmière me dit écoute, il vaut quand même mieux aller voir sur place. Mon médecin me fait le petit mot, je vais aux urgences de Sainte-Élisabeth. Et alors ce qui est marrant, j'ai gardé une mémoire de tout, à partir du moment où je suis sorti du coma évidemment, et même juste avant le coma. Mais par contre, les 2-3 jours en chambre normale, je n'ai aucun souvenir. J'ai envoyé une photo à un pote avec le masque oxygène, en disant t'as vu ce qu'ils m'ont mis, en rigolant. Aucun souvenir. C'est lui qui m'a montré la photo par après. Ma femme me dit, tu m'écrivais. Et puis alors, elle me dit que le jour avant qu'on me sédate, ça devenait incohérent dans mes messages. À quel moment vous entrez en jeu, en fait ? Qui décide ? Non, je pose la question différemment. Qui décide voilà, lui, on va le sédater et on va... Mais donc vous êtes dans une chambre normale analysée à l'état. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, nous, on n'a pas, j'interagis pas là-dedans. Et puis à un moment, quand les médecins. C'est un généraliste ou un pneumo ? C'est un pneumologue. C'est le docteur Boutenda, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'est un pneumologue qui s'occupe de tout. Et c'est lui ou son assistant ou celui qui garde la nuit. Qui voit qu'à un moment, ça commence à devenir difficile pour les soins d'étage, entre guillemets, et qui contacte les soins intensifs. D'accord. Et là, c'est un des médecins des soins intensifs qui prend connaissance du dossier et qui dit, le cas échéant, on va se déplacer, on va voir le malade ou pas. Mais je pense que vous, on ne s'est même pas déplacé. On a dit, OK, on prend, et vous venez, et vous êtes transféré à ce moment-là aux soins intensifs. Est-ce qu'il y a une saturation plafond ou minimale où on se dit allez là c'est pas la saturation en soi, c'est un des éléments, mais c'est la quantité d'oxygène qu'on donne aussi. On pourrait avoir une saturation 85-90, mais si vous n'avez que 2 litres d'oxygène, on va simplement dire on augmente l'oxygène et ça va remonter. On est à 8 litres là, je pense. Mais si vous êtes déjà à 8 litres avec une saturation à 85-90, et puis on regarde les antécédents, l'âge, les comorbidités, toutes ces choses-là, et on sait malheureusement qu'avec le Covid, selon toute une série d'éléments, on sent que ça va mal évoluer. Et donc on préfère prendre les devants, j'ai envie de dire, et ne pas traîner, et tout de suite prendre aux soins intensifs, parce que là on a des instruments qui nous permettent déjà d'agir de manière beaucoup plus proactive et d'essayer de tenter de limiter la casse. Mais quand on va en soins intensifs, on n'est pas directement sédaté. Non, et rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais vous n'avez pas été sédaté tout de suite. Non, je ne me rappelle pas. Ça, c'est marrant. Je pense, je n'ai plus en tête exactement mais de mémoire, je pense qu'il y a au moins 2 jours où vous n'êtes pas sédaté. Mais je suis aux soins intensifs. Mais vous êtes aux soins intensifs. Et donc je ne suis pas intubé à ce moment-là. Vous n'êtes pas intubé. On commence par mettre de l'oxygène dans le nez à très haut débit. Et donc là, c'est des débits qui vont de 50-60 litres par minute. Ah oui, d'accord. Avec un truc un peu spécial, ce qu'on appelle de l'Optiflow, ou de l'oxygène à très haut débit. On vous a certainement mis aussi un masque qui sert étanche, c'est ce qu'on appelle la ventilation non invasive. On commence des médicaments spéciaux, on fait intervenir les kinés, et donc on met tout en œuvre pour essayer d'éviter la dégradation, parce qu'on sait malheureusement que si on passe le cap de la nécessité de devoir intuber et de sédater, on rentre dans une autre histoire. Mais quand vous dites une autre histoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un risque de morbidité plus élevé ? Significativement plus. Qu'on sait chiffrer en pourcentage ça dépendait des vagues, tout ça. La première vague, j'ai quasi
la plupart des patients qu'on a été amené à devoir intuber sont morts. C'est ça, d'accord. Malgré l'âge. Malgré l'âge, la première vague, c'était surtout des personnes assez âgées. D'accord. Et donc, quasi tous les patients qu'on a intubés sont décédés. Ouais. La deuxième vague, on a pu déjà rediminuer ce taux parce que, d'une part, la prise en charge avait un peu évolué entre-temps, et d'autre part, les gens qu'on admettait étaient plus jeunes. D'accord. Et donc, avec potentiellement plus de réserves, plus de... Et effectivement, la troisième vague, pareil, et quatrième vague, très certainement. Donc, mais on sait quand même que le fait de devoir mettre le patient Covid sous ventilateur, sous respirateur, ça, voilà, le pronostic s'en trouve très nettement assombri. Et donc, je me souviens très bien qu'avec vous, on a essayé de temporiser comme avec n'importe quel malade, le temps qu'il fallait, pas trop peu, parce que c'est là que c'est difficile. Si on attend trop, parfois c'est difficile par après aussi. Mais je me souviens très bien que vous nous disiez, merci madame, vous nous disiez à l'époque, vous préfériez le pipe. C'est vrai ? Ah oui, d'accord. Vous aviez peur. Oui, ça. Vous aviez peur et... Merci. Ça, au soir attentif, je vous dis ça. Vous aviez peur, non, je ne veux pas être impudieux, parce que vous saviez, de manière consciente ou inconsciente, que fatalement, c'était un autre stade. On perd complètement le contrôle, naturellement, et la situation, je vous ai dit, c'est une autre histoire qui commence. Et alors, pendant j'ai appelé ça le coma artificiel, c'est un coma artificiel en fait. Pendant le coma, comment ça se passe ? Est-ce que c'est quoi des constantes, parce qu'il y avait une pneumonie Covid, je pense. Il y a donc la pneumonie, la déficience de la pneumonie, c'est une infection pulmonaire. Et donc vous, c'était une infection virale qui, c'est probablement, je n'ai pas, il faudrait que j'aille revoir de mémoire, je ne sais plus, mais qui est probablement surinfectée par une bactérie derrière. Et donc, il y a une pneumonie Covid qui est installée avec un fonctionnement pulmonaire qui ne fonctionne plus correctement. C'est-à-dire les deux rôles du poumon, c'est d'oxygéner le sang. Ça ne fonctionnait pas bien parce qu'on avait des doses d'oxygène très importantes. Et là, on ne parle plus en litres d'oxygène, mais on parle en fractions inspirées en oxygène. L'air que nous respirons ici, c'est 21% d'oxygène. D'accord. Vous êtes monté à 100%. D'accord. Et donc, au-delà de 100%, on ne sait pas, naturellement. Donc, et puis, le deuxième rôle du poumon, c'est d'évacuer le gaz carbonique. Et on remarquait que chez beaucoup de patients Covid, le taux de gaz carbonique dans le corps augmentait parce que le poumon ne savait plus faire son job. Et donc là, c'est quoi ? C'est des hautes doses de... Des hautes doses d'oxygène, de la cortisone à très haute dose, antibiotiques. Des antibiotiques. On n'a pas de remède ciblé sur le Covid, donc on n'utilise pas. On anticoagule le sang aussi. Et puis, c'est on règle la machine de manière à traiter le mieux possible. Donc, c'est des réglages fins et surtout, c'est des décubitus ventraux, donc on vous a mis sur le ventre tous les jours. Oui, on m'a rasé aussi, je sais. On va peut-être rasé, oui, probablement parce que la tête... c'est ça, Et donc on vous a mis sur le ventre 16 heures par jour. Parce que ça aide à respirer, j'imagine. D'accord. Et on l'a fait. Vous êtes resté intubé 10 jours, je ne sais plus. 12 jours. Ouais. On l'a fait au moins 7-8 fois. D'accord. Donc 7-8 fois 16 heures. Et je sais que par les médecins des soins intensifs, qu'il y avait eu des tentatives de me réveiller, mais qui ne se passaient pas bien apparemment. Non, donc les tentatives de réveil, on le fait dès qu'on peut, parce qu'on sait que plus on reste sédaté au respirateur, plus c'est difficile après de récupérer et surtout de se passer du respirateur. Et donc on a fait dès qu'on a vu que l'oxygène commençait à diminuer, les besoins en oxygène diminuaient, les besoins en pression diminuaient, on a dit on commence à aller un peu mieux, on va lever en partie la sédation, c'est-à-dire qu'on va baisser le niveau de sédation. Pour vous expliquer, ce qui vous maintient dans le coma, c'est 2-3 médicaments différents qui sont pousse-seringues. C'est des seringues qui poussent 24 heures sur 24. Nous, ce qu'on ferait, c'est le débit en fait. C'est ça, c'est la vitesse d'infusion. Et donc, en baissant les débits, le niveau de conscience, le patient se réveille très progressivement. Mais on a très souvent, selon le cas, des phases d'agitation.
Et quand le patient est agité, il ne respire pas bien, et donc on est obligé de faire reparti dans l'autre sens. Faire marche arrière, peut-être essayer le lendemain. On essaie de trouver d'autres médicaments qui peuvent peut-être gérer cette agitation. On essaie de... Et est-ce qu'il y a, sans faire de la morbidité gratos ou légère, est-ce qu'il y a un moment où vous vous souvenez, où vous vous êtes dit, là, on est mal parti? Me concernant, je parle. Quand on vous intubait? Oui. Ah, déjà à ce moment-là, non? Oui, parce que j'ai même envie de dire quand vous êtes arrivé. On a l'expérience de gens comme vous, et on sait que ça va être tout sauf une partie de plaisir. Et que c'est pas le jeune de 30 ans, sportif. Oui, tout à fait. Et sans aucune... Mais il n'y a pas de problème. Et donc, on sait que c'est grave d'emblée, et on en est encore plus persuadé quand on voit que les constantes se dégradent et qu'on doit être amené à vous intuber. Et donc là, on sait qu'on part et on ne connaît pas la fin, on ne connaît pas la suite. Moi, j'ai capté la gravité du truc quand j'ai vu votre tête. Quand vous avez pris quelques jours de congé et vous êtes revenu et on s'est parlé. Et rien qu'à voir votre tête, vous m'avez dit, en tout cas, M. Cantamessa, je suis ravi de vous discuter avec vous, etc. Parce que, je me suis dit, à mon avis, lui, il n'aurait pas misé sur la poursuite positive. Ma culotte, non, bien, en toute honnêteté, il faut être réaliste. On en a sauvé pas mal, on en a perdu beaucoup. Des gens plus jeunes que vous, des gens moins malades que vous, des gens moins en surpoids. Mais c'est quoi alors? Il y a de la génétique qui joue dedans ou... Il y a voilà, en fonction des phases aussi. Je pense que les 2 premières phases ont été extrêmement difficiles. Heureusement, en 3e, 4e, ça a été un peu plus... Mais parce que vous vous avez une vision plus affûtée. La vision est plus affûtée, et puis les progrès de la science en tout temps. Par exemple, la cortisone qu'on vous a mis, on ne la mettait pas lors de la première phase. Ah oui, d'accord. À très haute dose qu'on a utilisé, c'est ce qui a permis probablement de vous sauver. Si vous étiez arrivé lors de la première phase, c'était mal barré. On ne serait vraiment pas ici. Je n'aurais pas connu ces merveilleux endroits au bord de la Meuse. À la sortie du coma, alors d'abord je vais faire une parenthèse, ça va prendre 3 minutes. Je vais vous raconter le songe que j'ai fait pendant le coma, qui est très troublant. Et j'imagine que c'est l'histoire que vous devez entendre régulièrement là où vous êtes. À partir du moment où je suis sédaté, je ne sais pas quand dans le temps, je me retrouve dans une pièce, une grande pièce, que je ne définis pas, et je sais que je suis mort. Mais c'est une espèce de, d'antichambre de transition. Je ne sais pas encore où je vais aller, ce qui va arriver, etc. Et il y a d'autres personnes qui sont décédées, qui sont autour de moi. Les corps ne bougent pas. C'est pas affreux, c'est pas des zombies ou des gens en décomposition, c'est juste des corps morts, tout simplement. Il y a même une jeune fille à côté de moi, son bras est contre le mien, et à un moment donné, je veux même bouger mon bras, et je sais que je n'y arrive pas, je ne peux pas bouger. Et il y a juste une personne, je veux dire, qui est dans la pièce, qui est une petite nénette très souriante, moi j'estime que c'est un ange gardien, et qui est là pour rassurer. Elle passe d'un corps à l'autre, elle sourit, elle ne parle pas, mais elle sourit, et quelque part elle rassure, parce qu'il n'y a pas d'angoisse ou de peur ou quoi que ce soit. Et puis à un moment donné, c'est un peu tiré, à un moment donné, il y a une voix extérieure qui dit à la jeune fille, ils sont là, ils viennent nous chercher. Et à ce moment-là, moi je vois une énorme arche ovale qui descend, et tout le monde monte dans cette arche. On est aspiré et on va dans le ciel. Et là, je rencontre le créateur. Je dis créateur parce qu'il n'y a pas de connotation religieuse, et qui est métisse, et qui cite 2 noms de personnes qui étaient avec moi dans la pièce, que je ne connais pas, et je ne me rappelle plus des noms, et discutent. C'est ce qu'ils ont fait. C'est vraiment l'entité supérieure de la Terre, j'ai envie de dire. Et moi, je me dis, j'espère qu'il va citer mon nom, qu'il va vouloir me parler, parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être une âme errante? Voilà. Et puis à un moment donné, il cite mon nom. Mais c'est pas verbalisé, en fait. C'est télépathique. Donc on se voit, je sais qu'il connaît parfaitement ma vie, ce que j'ai fait, de bien, de pas bien, de mieux, voilà. Et là, il me fait comprendre que je vais redescendre, et il me donne ce qu'on va appeler une mission, qui est c'est un sujet sur lequel je ne me suis jamais penché vraiment, la réunification humainement de 2 peuples, qui sont les Arabes et les Juifs.
Alors, il me fait bien comprendre que ce n'est pas géopolitique ou géographique ou territorial ou quoi que ce soit, c'est juste humain. Il me fait comprendre qu'il faut qu'ils se comprennent, qu'ils se parlent, qu'ils s'apprécient, et à partir de là, on peut construire quelque chose. Avec le recul, je pense qu'on sort même de ce qui est arabe et juif. Je pense que c'est global dans l'humain, en fait. Ouais. Donc on est là pour, il me demande de réconcilier les humains. Dieu sait si on en a besoin pour le moment. Et donc je redescends. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu il y a quelques mois d'ici, au Canada, à Ottawa, des milliers de camions qui bloquaient la ville, etc. Et je rêve de ça. Il y a plein de camions, il y a des milliers de camions qui sont là. Je suis leur leader. Et on va démarrer ce qu'on a vu quelques semaines après au Canada. Et là, il revient vers moi, donc toujours cette entité supérieure, il vient vers moi et il me dit, voilà, avant de démarrer, je vais vous envoyer 2 délégations d'humains qui ne se connaissent pas, mais que je sais qu'ils ne s'apprécient pas. À vous de faire le lien, quoi. Et il m'envoie effectivement. Et là, il me dit, et là, il y a un lien avec le commun, il me dit, mais pour être dans la neutralité, on va raser votre barbe. Et puis c'est marrant parce que ma barbe a été rasée pendant le commun. Donc là, c'est peut-être le cerveau qui travaille. Et effectivement, ils arrivent, on discute, c'est un peu tendu, ils se parlent pas, c'est froid, il y a des femmes, des enfants. Puis au fur et à mesure de la discussion, qui semble me durer une éternité, ils finissent par se regarder, à se sourire. Et à la fin de la conversation, qui dure, je ne sais pas quantifier, mais longtemps, ils se font la bise, au revoir, bisous béco, sourire. Donc, première partie réussie. Je passe le reste parce que là, on est dans du complètement délirant. Et puis alors, on en arrive à la phase de réveil. Et là, il y a un métis, à nouveau, un autre, qui me parle, que vous connaissez, je vous dirai qui après, et qui me dit, voilà, vous êtes intubé, et en même temps, vous allez me confirmer ou m'infirmer, quand on est intubé, on met une espèce de gros élastique pour bloquer la langue, pour pas qu'on rejette le tuyau, il n'y a pas quelque chose... Il y a un élastique qui tient le tuyau, oui, voilà, qui passe derrière la tête et qui passe... J'avais été même un peu blessé dans la bouche avec, d'ailleurs. Et il me dit ça. Ouais. Il me dit, voilà, je vais vous donner, ce qui est incohérent, petite pince, vous allez couper l'élastique. Ouais. Et l'infirmière qui est là, qui elle était vraiment là, petite jeune super sympa en plus, va aspirer un peu de façon à se pousser à respirer. C'est désagréable, mais ça ne dure pas longtemps, quoi. Et ce truc arrive, effectivement. Donc je reviens à moi, et là je vois ma femme qui est assise au bord du lit, qui me tient la main en pleurant, et qui me dit, t'es enfin sorti, qui pleure, qui me parle. Moi, j'arrive pas à parler parce que je suis encore un peu dans le gaz. C'est flou dans ma tête. Et ma voix est un peu comme ça au début. Et le mec qui me parle, qui me dit ça, c'est Denzel Washington. Donc je suis allé sur Internet voir, tiens, est-ce qu'il a eu un problème de santé ou il a eu un truc? J'ai rien vu du tout. Pourquoi lui? Je sais pas. À nouveau 2 métis. Et pour terminer l'histoire des métis, il y a une dame qui est venue me rendre visite quand j'étais en revalidation après, que je ne connaissais pas du tout, mais qui était la marraine du fils d'un ami, et qui m'a apporté 2 livres, et qui est métisse. Donc je me suis dit, c'est quoi cette succession de métissage qui est dans ma tête? Donc voilà. Et puis alors, quand je suis sorti du coma, après, j'ai eu, je dirais 2 jours J'avais des angoisses, en fait. J'avais peur de dormir le soir. Normal. Je crois que je suis resté presque 48 heures sans dormir. Tellement je forçais, je piquais du nez. Et l'infirmière, qui était adorable, qui me disait, mais vous pouvez pas rester comme ça, je vais vous donner un petit quelque chose. Je dis, non, laissez-moi. Je dis, parce que là, j'ai vraiment des angoisses. J'ai peur, en fait. Chaque fois que je fermais les yeux, j'avais des sons, des couleurs, enfin, toute une série de choses. C'était un feu d'artifice dans la tête. Après 48 heures, c'était terminé, quoi. Je dormais normal. Ça, j'imagine que c'est le résultat. C'est très fréquent. Et puis le fait de vous vous réveiller dans un environnement quand même un peu hostile, dans une chambre aseptisée, vous n'avez pas vos proches près de vous, vous avez des sons, des appareils qui ne font que de sonner à gauche et à droite. L'alternance jour-nuit est difficile à trouver parce que on ne sait plus si on est le jour ou la nuit, on ne sait pas quelle date on est. Et donc Et mon dernier délire, avant d'en arriver au reste, c'est une forme de parano. À un moment donné, je vois, parce que la chambre dans laquelle j'étais, j'apercevais le staff administratif derrière le comptoir. Et il y avait des bureaux vitrés. Et je vois une nana au loin, et je crois que c'est ma femme, en fait, parce qu'elle a le même genre de chemisier, qui rentre dans le bureau. Il y avait des médecins qui discutaient avec. Et elle était avec 2 jeunes, un jeune type avec une casquette et une jeune fille, persuadée que c'est ses enfants. Et dans ma tête, elle venait
C'est complètement dingue. Elle venait voir les responsables de l'hôpital, Sainte-Élisabeth, en disant voilà, vous avez fait vos essais sur lui pour le Covid. Donc maintenant, on va discuter un petit peu argent. Moi, je vous ai dit oui, qu'on pouvait l'intuber, vous pouvez faire tous les essais que vous voulez. Et j'ai complètement rêvé de ça. Et à un moment donné, j'ai vu un des médecins, enfin, je suppose, qui était en blouse blanche, qui est sorti, qui est monté 2-3 marches pour aller dans un bureau, qui est ressorti avec un petit papier. Et dans ma tête, c'était un chèque qui donnait à elle. Je me suis dit, j'ai quand même l'appeler. Je l'ai appelée. Elle me dit, je suis au boulot à Bruxelles. Donc là, j'ai dit, ok, allez. Mais ça délire. C'est des phases de désorientation, de délire, de confusion. C'est tout à fait normal. On a ça chez la plupart des patients. Et plus le patient est âgé, et plus c'est important et plus c'est dur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément. Ce sont des déliriums sur lesquels on essaie de travailler en amont, beaucoup, en utilisant le moins de médicaments possible. Mais malheureusement, ça arrive encore très souvent. Alors vous, c'était gentil. Il y a des trucs plus trash. Des patients qui sont extrêmement agités, agressifs. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre malheureusement encore assez souvent. Et alors, ce que je veux dire, c'est une évidence, mais l'approche humaine dans le milieu hospitalier est tellement importante. Et je trouve, alors peut-être parce que j'étais en détresse à ce moment-là, mais je trouve en tout cas qu'à Sainte-Élisabeth, je garde un souvenir incroyable des soins intensifs. Plus qu'à l'étage. C'est les infirmières, il y avait une infirmière qui ne faisait que la nuit, qui on a beaucoup discuté d'ailleurs, qui m'a dit qu'elle avait un enfant handicapé, elle vivait seule avec lui. Elle était mais formidable, quoi, à tous les niveaux. C'était incroyable.